Il était suspendu à un pieu affûté, immobile, tandis que, non loin de là, marchands et soldats comptaient leurs pièces. Le monde poursuivait son commerce, alors qu'un corps humain se vidait lentement de son sang sur une route où les ornières des chariots se mêlaient à la boue. Au carrefour, hommes et femmes, surpris en train de voler ou capturés lors de patrouilles de reconnaissance, étaient laissés empaler pour servir d'avertissement. Ces silhouettes figées formaient un spectacle destiné à dissuader quiconque de défier l'autorité. Pour ceux qui s'intéressent à ces histoires sombres, laissez un like et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. Il est fascinant de mesurer jusqu'où ces récits peuvent voyager. Les archives archéologiques et les dépêches contemporaines confirment que l'empalement constituait un instrument délibéré de terreur d'État. L'historien grec Léonos Chalakondals rapporte également le spectacle de corps empalés observés durant les campagnes militaires du milieu du XVe siècle, les documents datés de 1480, ainsi que la correspondance diplomatique vénitienne adressée au Sénat en 1462, évoquent des alignements de pieux le long des routes, témoins glaçants conservés dans les archives de l'État vénitien. Les fouilles réalisées aux abords des fortifications médiévales de Turviche, ainsi que l'étude des anciens axes routiers, révèlent des ouvrages défensifs où ces macabres expositions auraient été visibles des troupes en déplacement. Les enquêtes archéologiques roumaines du XXe siècle confirment cette interprétation. Enfin, l'analyse ostéologique de restes humains dispersés le long d'anciens chemins dans les zones funéraires de Oaxaca révèle des traumatismes violents, impossibles à attribuer uniquement aux blessures de bataille. Ces indices confirment la réalité d'une pratique destinée à frapper durablement les esprits. Les rapports ostéologiques de l'Institut d'archéologie de Bucarest révèlent des preuves tangibles de traumatismes violents. La conséquence immédiate fut une guerre psychologique dirigée contre les lignes d'approvisionnement ottomanes, créant des pénuries documentées. Le développement suivant fut une campagne hivernale ciblée, et le prochain récit suivra l'escalade de cette campagne. Les relevés archéologiques de Pénéry et de la cour princière de Tego confirment que ces sites étaient des centres politiques, où la justice punitive était exécutée et exposée publiquement. Les fouilles à Tegov, depuis les années 1960, ont mis au jour des fondations palatiales, ainsi que des fosses périphériques interprétées comme des lieux d'exécution ou de refuge. Les rapports du Musée national roumain couvrant les années 1960 à 1980 détaillent ces découvertes. Les registres administratifs et fiscaux montrent des chutes soudaines du trafic des caravanes le long de routes connues entre 1460 et 1462, ce qui concorde avec les affirmations des chroniqueurs contemporains, selon lesquelles les tactiques du souverain perturbaient la logistique ottomane. Les lettres de la chancellerie royale hongroise de 1462 en apportent une confirmation. Les sources primaires, y compris les mémoires d'un chroniqueur ottoman du cercle de Mehmed le Sin, Tursembetarak, relatant comment des groupes de foragers revenaient pour découvrir des corps empalés et des animaux mutilés. Un détail également répété dans les transcriptions conservées dans les archives impériales. Ces formes de terreur d'État eurent des conséquences militaires directes. Les foragers ottomans devinrent réticents à pénétrer dans les forêts de Vleyan, forçant les commandants à modifier routes et calendrier d'approvisionnement. L'implication était stratégique. La terreur servait de multiplicateur de forces défensives. De nouvelles preuves apparaissent dans les rapports saxons et hongrois, indiquant que la terreur s'étendait également aux civils et aux non-combattants capturés. Ce développement attira l'attention internationale et prépara le terrain aux réponses alliées, qui seront détaillées dans la suite du récit.
Les correspondants commerciaux, génois et vénitiens fournissent des dates et lieux précis pour les incidents de massacre et d'empalement en masse. Les lettres génoises des marchands de Brasov, datées de mars 1462, décrivent des colonnes de captifs empalés près de la route de Bran. Archives génoises, mars 1462. Les envoyés vénitiens à Constantinople notent qu'en Pontmaïwan, avril 1462, des émissaires de la cour ottomane se plaignaient auprès de la République des atrocités commises dans les principautés danubiennes. Dépêches vénitiennes, avril 1462. Les chroniques militaires, telles que celles de Léonos, et les pamphlets allemands, anonymes imprimés dans les années 1480, préservent la mémoire des embuscades où la cavalerie était massacrée puis exposée. Les examens ostéologiques, des fosses communes découvertes, près des garnisons médiévales de Transylvanie, révèlent des blessures per mortem, compatibles avec l'empalement, et une longue exposition. Rapport d'ostéologie de l'université de Cluj. La conséquence fut une pression diplomatique. La Hongrie et d'autres voisins reçurent des envoyés suppliant une assistance pour arrêter les raids transfrontaliers. Les preuves suivantes apparaissent dans les chartes royales hongroises. Autorisation d'expédition punitive et marquent le passage d'une terreur isolée à des mesures de contre-attaque organisées. Le récit de ces campagnes continuera la narration. Les correspondants royaux hongrois, à la fin de 1462, documentent l'autorisation accordée aux grands locaux d'agir contre les agressions venant du Sud. Archives nationales de Budapest, charte 1462, lettre diplomatique de la chancellerie du roi Matthias Corvinus, référence officielle. Des plaintes de Saxonburger signalent l'insécurité des routes commerciales, après les rapports d'empalement et d'embuscade. Lettre de la chancellerie de Budapest, 1462. Un registre civique transien encore conservé, le livre du Conseil de Brasov, 1462, note que les marchands refusent de voyager sans escorte armée. Les données économiques montrent un déclin documenté des droits de péage et de l'activité du marché pendant plusieurs mois après les campagnes. Les récits primaires, y compris la chronique de Tersengue et les archives ultérieures de la cour ottomane, adaptent l'image de la cruauté wakienne en un problème stratégique que le port devait contrer. Les relevés archéologiques des villes marchandes indiquent une baisse de la monnaie en circulation et une diminution temporaire des céramiques importées, ce qui corrobore le déclin mentionné dans les sources écrites. Les implications furent doubles: difficultés économiques immédiates et militarisation accrue le long des frontières, préparant le terrain pour le raid hivernal, récité dans de nombreuses sources contemporaines, et pour les représailles qui suivront dans le segment suivant. Un ensemble cohérent de chroniques corrobore une incursion hivernale visant à paralyser les forages ottomans. Léanos et Tersenbeg décrivent tous deux de petites attaques mobiles, frappant des détachements ottomans. À la fin de 1462, Leonikos Historia Tersenbeg Tarak, traces archéologiques dans les zones de camps d'hiver au sud du Danube, des couches de charbon dans des camps palissadés, datés par dendrochronologie des années 1460. Correspondant à ces références textuelles, les rapports de dendrochronologie, les fouilles le long du frontier danubien, les registres fiscaux ottomans montrent, quant à eux, une augmentation des listes de réquisitions pour les chevaux et les céréales. Suite à des pertes signalant des perturbations dans les approvisionnements, registres impériaux ottomans, milieu des années 1460. La conséquence fut un véritable schéma d'attrition. Les détachements ottomans rapportaient de plus en plus de pénuries, tandis que le côté wakien documentait un nombre croissant de captifs et de trophées pris. Des lettres contemporaines des nobles hongrois décrivent des correspondants ennemis interceptés, louant la brutalité, mais se plaignant aussi de la contrainte logistique.
Le résultat tactique força les commandants ottomans à marquer une pause et à réévaluer la logistique hivernale. La prochaine source primaire que nous devons examiner est une lettre capturée, conservée dans une archive transienne. Elle expose la frustration ottomane et un plan de mesures punitives. Le mémorandum ottoman capturé, catalogué dans une archive transienne, daté de la fin de 1462, détaille la frustration des commandants de Mehmed II face au harcèlement de type guérilla et la nécessité de sécuriser les routes d'approvisionnement. Archives transiennes, MS 1462. Ce mémorandum, accompagné des rapports militaires cités par Terzben Beg, indique un désir croissant au sein du commandement ottoman de répondre par la force et d'éliminer les refuges utilisés par les partis de raid. Les archéologues ont identifié des lignes de fortification temporaires sur les terrasses inondables qui correspondent aux descriptions de dépôts construits à la hâte pour les parties de ravitaillement. Ces structures ont été datées par radiocarbone du milieu du XVe siècle. Rapport de terrain relevé des plaines inondables du Danube. L'implication stratégique fut un passage d'opérations ponctuelles à des opérations combinées. De plus grandes colonnes seraient assemblées, incluant des détachements de janissaires et des irréguliers. La nouvelle de cette escalade atteignit les cours européennes par l'intermédiaire d'envoyés et de marchands, incitant à une activité diplomatique accrue. Le segment suivant suivra la mobilisation et la réaction des puissances voisines, en utilisant des chartes et des rapports d'envoyés pour montrer comment la politique régionale s'ajusta. Des missives diplomatiques, des cours de Hongrie et de Mulavie, au début de 1463, montrent des ordres de mobilisation et des plans de contingence. Des lettres des commandants hongrois de la frontière au roi Mathias exigent des renforts face à une campagne ottomane imminente. Lettres militaires hongroises, janvier 1463. La correspondance princière mulavienne, incluant des lettres conservées dans la chancellerie mulavienne, exprime une inquiétude face à la propagation de la violence et un appel à la neutralité ou à une coopération limitée. Chancellerie mulavienne, 1463. Le travail archéologique dans les châteaux de frontière révèle l'accumulation de grains et de munitions autour de cette époque, indiquée par des greniers scellés et des caches d'armes, datés par typologie du milieu du XVe siècle. Fouilles de forteresses des années 1960 jusqu'aux années 1990. L'accumulation de provisions est une trace matérielle d'une région se préparant à un conflit intensifié. La conséquence fut une rare cohésion des défenses régionales, mais cela n'arrêta pas les mesures punitives à venir. Les chroniques, recueillies par des ambassadeurs étrangers, suggèrent que des colonnes ottomanes traverseraient Ouakia avec l'objectif explicite de détruire l'infrastructure utilisée par les partis de raid. La prochaine narration primaire suit l'avancée de ces colonnes. Les ordres de campagne ottomans, tels que relayés dans des transcriptions ultérieures et résumés par Terzben Beg, indiquent que Mehmed autorisa des raids punitifs dans Ouakia pour sécuriser les approches méridionales et punir ceux qui avaient attaqué ces ravitailleurs. Terzben Beg Tarak. Caractéristiques archéologiques cohérentes avec le mouvement militaire. Concentration de plomb de fusil, équipement équestre et une série de couches brûlées ont été enregistrées sur une chaîne de sites fortifiés le long de la rive gauche du Danube, datés du début jusqu'au milieu des années 1460. Rapport de terrain, relevé des fortifications du Danube. Les récits de sièges ottomans conservés dans les archives ottomanes décrivent le pillage de villages et la capture de civils, utilisés comme nourriture et main-d'œuvre. Un schéma confirmé par les changements démographiques dans les registres paroissiaux et par la diminution des importations de céramique dans les couches archéologiques. La conséquence immédiate fut le déplacement
Les communautés fuirent vers les villes fortifiées ou dans les collines transiennes. Ces déplacements sont visibles à la fois dans les listes documentaires de réfugiés consignés dans les registres de la chancellerie hongroise et dans les changements des couches d'occupation sur les sites ruraux. La trajectoire de la campagne mena à une attaque concentrée sur les centres d'approvisionnement. Le segment suivant racontera l'assaut et ses conséquences à travers les rapports de témoins oculaires, les témoignages dans les dépêches vénitiennes et les chroniques civiques saxonnes racontent l'assaut sur les centres d'approvisionnement et les villes de réfugiés au milieu de 1463. Dépêche vénitienne, 1463. Livre du Conseil de Brașov, 1463. Les fouilles archéologiques d'une de ces villes montrent une couche de conflagration avec des poutres brûlées et des toits effondrés, datés par radiocarbone du milieu du XVe siècle. Rapport de fouilles du Suburb Tarovish. Les sources primaires incluent des journaux de marchands décrivant les femmes et les enfants pris lors des raids et des rapports ottomans relatant des populations transportées comme captifs ou contraintes au travail. Journaux de marchands vénitiens, 1463. Rapport des camps ottomans. Les preuves ostéologiques dans des fosses voisines révèlent un schéma de traumatisme, périmortem cohérent avec la mort violente et l'enterrement précipité. Dans certains cas, les restes d'enfants furent trouvés dans des refuges plutôt que dans des tombes formelles, indiquant un effondrement social. Études ostéologiques universitaires, Bucarest. La conséquence fut une crise humanitaire. Famine, maladies et déplacements massifs. Ce contexte augmenta la pression sur les souverains de la région pour trouver une solution durable. Le segment suivant abordera les négociations politiques et leurs limites. La correspondance politique des cours d'Europe centrale montre des débats sur la question d'intervenir militairement ou de négocier. Les procès-verbaux du Conseil du roi Mathias reflètent l'inquiétude à l'idée d'ouvrir un nouveau front contre les Ottomans et suggèrent une politique d'engagement limitée. Budapest, procès-verbaux du Conseil royal, 1463. Les envoyés à Ouakia rapportèrent que les élites locales étaient divisées entre appel à une défense agressive et demande de soumission temporaire pour préserver les populations. Les notes du chancelier de Joachim Boy, ainsi que les preuves archéologiques et documentaires, indiquent que de nombreux chefs locaux fortifièrent des villages et négocièrent des zones locales avec des niveaux de sécurité variés. Cela se manifeste dans l'hétérogénéité de la culture matérielle à travers les sites voisins de cette période. La conséquence fut la fragmentation. Une résistance unifiée était difficile à maintenir. Pendant ce temps, les partis punitifs ottomans consolidèrent le contrôle des centres d'approvisionnement, permettant à Mehmed de mobiliser des forces plus importantes pour planifier des opérations plus profondes. Le développement suivant dans les sources documentaires montre un tournant vers la guerre psychologique au niveau civique, utilisée pour briser la volonté des communautés. Plusieurs chroniqueurs contemporains notent que les démonstrations publiques servaient non seulement de dissuasion militaire, mais aussi à démoraliser des villes entières. Lonos, pamphlets italiens, année 1480. Les contextes archéologiques, avec des restes humains placés intentionnellement, comme documentés dans les rapports de terrain près des routes provinciales, montrent que les corps étaient disposés pour maximiser la visibilité. Les rapports de sites roumains, des années 970 aux années 1980, documentent les fouilles et les découvertes archéologiques. Les lettres diplomatiques montrent le choc que ces spectacles causèrent parmi les diplomates et marchands européens. Certains retournèrent dans leur pays pour faire pression sur leur gouvernement en vue d'une action. Dépêche des envoyés vénitiens, 1463 et 1464. La conséquence fut psychologique.
Les marchés fermaient plus tôt et les assemblées étaient perturbées. Cette approche dépassa les simples tactiques de champ de bataille pour devenir une stratégie systématique visant à contrôler les population civils. Ce tournant est enregistré dans un mémorandum logistique ottoman capturé par une force hongroise, qui sera examiné pour montrer comment les Ottomans percevaient et réagissaient à ces campagnes. Le mémorandum logistique ottoman capturé, conservé dans les archives transiennes, discute de la nécessité d'adapter les tactiques aux méthodes de terreur locales et de sécuriser les lignes de communication. Transient MS 1464. La réponse ottomane comprenait la mise en place de convois de ravitaillement plus lourdement gardés et l'installation de postes de guet le long des routes principales. Les relevés archéologiques de ces postes de guet ont révélé de petits forts, avec des foyers réguliers et des fosses refuges, datés typologiquement du milieu du XVe siècle. Fouilles de postes de guet, année 1970. Les registres administratifs ottomans montrent des allocations accrues pour les gardes de convoi, indiquant un changement tangible dans l'affectation des ressources. Registres impériaux ottomans. La conséquence immédiate fut une restauration partielle du mouvement des approvisionnements, mais à un coût plus élevé en hommes et en temps, ralentissant le rythme des campagnes. Alors que les deux camps s'adaptaient, les sources indiquent un tournant stratégique vers la capture et l'utilisation des civils dans les négociations. Les sources primaires consignent la capture et l'utilisation des civils comme monnaie d'échange. Les rapports vénitiens racontent des cas où des captifs étaient parades devant les garnisons pour forcer des redditions. Dépêche vénitienne 1464. Les récits ottomans contemporains décrivant la prise d'otages et la réinstallation de populations pour priver l'ennemi de ressources. Registre de réinstallation ottoman. Les preuves archéologiques montrant des changements démographiques soudains dans certains villages, des maisons abandonnées, suivies d'une réoccupation avec des styles de poterie différents, confirment les récits de migration forcée et de politiques de réinstallation. Enquête sur les établissements. Couche du XVe siècle. La conséquence fut un désordre social. Les liens traditionnels qui régissaient la vie villageoise furent brisés et la confiance dans les autorités locales érodée. Les registres marchands montrent une augmentation des coûts de transaction due au risque de perte de caravanes ou de paiement de rançon. Cette pratique prépara le terrain pour des actes plus brutaux contre certains groupes, y compris les femmes capturées lors des raids. Les chroniques primaires commencent à enregistrer des incidents précis de femmes prises et punies comme exemple. Le segment suivant analysera ces cas pour en montrer les preuves et l'origine. Les chroniques de plusieurs traditions, grecques, vénitiennes, saxonnes, enregistrent des épisodes où des femmes figuraient parmi les captifs, parfois punies publiquement ou échangées dans le cadre de négociations. Léonikos, dépêche vénitienne, livre du Conseil de Brasov, registres domestiques ottomans et documents ultérieurs, montrent des entrées pour des femmes réinstallées dans les domaines impériaux, ce qui complique les tentatives de retracer les destins individuels. Le travail archéologique ottoman dans les châteaux périphériques a découvert des objets personnels, amulettes, perles, céramiques domestiques abandonnées à la hâte, conformes aux captures rapides de foyers, fouilles de sauvetage de châteaux. Les traces matérielles montrent que les captifs étaient des civils pris dans leur maison et non uniquement des combattants. La conséquence fut une fragmentation des structures familiales. Les sources narratives indiquent que l'impact psychologique dans les régions voisines fut sévère. La politique consistant à utiliser la punition publique, incluant des femmes, marqua un nouveau seuil dans le conflit. Les historiens ont soutenu qu'elle visait à humilier les communautés pour les contraindre à la soumission. Le segment suivant examinera la provenance et la fiabilité des sources
primaire relatant ces événements. La critique des sources nous permet d'évaluer la fiabilité des différents récits. L'Onos est une source grecque proche de la période, avec un certain matériel de témoins oculaires, mais il écrit avec des motifs politiques. Les dépêches du historien Lonos sont administratives et commerciales, souvent fiables pour les événements affectant le commerce. Archives de l'État vénitien. Les pamphlets allemands et saxons imprimés plus tard ont tendance à sensationnaliser, mais ils incorporent souvent des rapports oculaires antérieurs. La comparaison de ces textes avec les couches archéologiques, les strates brûlées, les caches d'armes et les changements démographiques permettent aux historiens de trianguler les événements avec une plus grande confiance. Études méthodologiques, historiographie moderne. La conséquence est une narration calibrée. Toutes les affirmations sensationnelles ne sont pas acceptées, mais les schémas de brutalité et de perturbation sont corroborés. La prochaine étape consiste à examiner un ensemble d'inscriptions et de chroniques locales qui préservent des noms et des dates liées aux arrestations et aux empalements. Pour un compte rendu plus détaillé, les chroniques locales et les registres épiscopaux fournissent les noms, les dates et les actions administratives entourant les arrestations et les exécutions. Un registre municipal de Taviș mentionne les amendes et confiscations pour l'année 1463, avec des annotations faisant référence au désordre et aux levées forcées. Registre municipal de Têchowice 1463. Les inscriptions sur une croix commémorative du XVIe siècle mentionnent des paroissiens perdus et une vague d'otages, évoquant des événements antérieurs. Inscription locale, XVIe siècle. Les archéologues ont relié ces remarques documentaires à des fosses communes découvertes en dehors des cimetières paroissiaux, dont les profils ostéologiques indiquent un enterrement rapide après une mort violente. Fouilles de cimetières paroissiaux. La conséquence est des noms concrets pour certaines victimes et des traces administratives pour leurs captifs, permettant aux historiens de reconstruire les mécanismes des raids et représailles. Le segment suivant traduira ces traces administratives en compréhension du calcul politique qui a motivé de telles mesures punitives. Le calcul politique émerge de la correspondance de chancellerie et des décrets princiers. La correspondance princière de Vleian, conservée dans les archives nationales, révèle des directives pour saisir le grain et les chevaux des villages. Frontaliers suspects de collaboration. Décret de la chancellerie Wien, 1462 à 1464. Les documents de la couronne hongroise montrent des débats sur la sanction des réfugiés et la fourniture d'escortes armées pour les marchands. Chancellerie royale hongroise, 1463. Les mémos de la cour ottomane traitent de la nécessité de rétablir la discipline parmi les troupes de ravitaillement et de réprimer les collaborateurs locaux par des punitions exemplaires. Registre de la cour ottomane, résumé dans des compilations ultérieures. La corroboration archéologique inclut des caches de grains saisis dans des fosses de stockage, présentant des marques d'outils, indiquant une réquisition rapide. La conséquence de ces politiques fut un cycle. La saisie provoquait rébellion ou fuite, ce qui entraînait des mesures punitives plus sévères. Cette boucle de rétroaction escalada la violence. Le développement suivant apparaît dans les réseaux d'espionnage et de trahison, enregistrés dans des documents diplomatiques et municipaux, montrant comment l'information circulait et précipitait de nouvelles actions. Les réseaux d'espionnage ont joué un rôle direct dans l'identification des cibles pour les mesures punitives. Les procès-verbaux du Conseil de Brașov et d'autres villes saxonnes enregistrent les paiements aux informateurs qui rapportaient les raids et les collaborateurs. Procès-verbaux du Conseil de Brașov, 1463 à 1465. Les notes de renseignement hongroises, compilées dans la chancellerie de la frontière, listant les collaborateurs suspects et proposent des raids pour les neutraliser.
Liste de renseignements de la frontière, archives hongroises. Les rapports internes ottomans mentionnent la trahison des guides locaux ayant prêté serment au prince Waken, un facteur ayant contribué à la violence des opérations de représailles. Note de campagne ottomane. Archéologiquement, la présence de fermes rapidement abandonnées et de bornes altérées indique une collusion locale ou une trahison, avec des familles quittant précipitamment leurs propriétés. La conséquence fut un climat social de suspicion et de meurtre de vengeance, qui brouilla les lignes entre cibles militaires et civiles. La chaîne de représailles affecta rapidement les femmes, spécifiquement enregistrées à la fois dans les chroniques et les registres de justice municipale. Ce sera le sujet du segment suivant. Les registres de justice municipale et les dépêches étrangères documentent les mesures punitives prises contre les femmes accusées de collaboration ou de vol en temps de guerre. Les tribunaux municipaux des villes frontalières poursuivaient et parfois exécutaient les femmes soupçonnées d'avoir aidé les partis de raid. Livre du Conseil de Brasov, 1464. Les rapports vénitiens mentionnent que des femmes furent prises comme gages et parfois vendues comme servantes dans le domaine ottoman ou échangées localement. Dépêches vénitiennes. Les contextes archéologiques révèlent des maisons avec des objets de valeur, cachés à la hâte, des foyers perturbés. Les bijoux personnels féminins laissés sur place confirment la soudaineté des captures et la vulnérabilité des foyers. Fouilles de sauvetage. Les études ostéologiques ne permettent pas, souvent, d'identifier des causes de décès spécifiques selon le sexe, au-delà des schémas de traumatisme, mais le registre documentaire ne laisse guère de doute. Les femmes furent à la fois victimes et instruments lors des négociations. La conséquence fut une dimension genrée de la souffrance en temps de guerre. Le segment suivant retrace un cas spécifique, documenté dans plusieurs sources, pour montrer comment un incident unique devint emblématique. Un ensemble de récits indépendants décrit un raid sur une ville marchande, où des femmes furent capturées et certaines exécutées publiquement à titre de dissuasion. Les marchands vénitiens enregistrèrent la chute de la ville et la prise d'otages, nommant explicitement des femmes parmi eux. Journaux vénitiens, 1464. Un pamphlet allemand relata plus tard le même incident de manière amplifiée, tandis qu'une lettre mulavienne adressée à la cour hongroise listait les négociateurs de rançon et les demandes concernant les femmes capturées lors du raid. Lettre mulavienne, 1464. L'examen archéologique de la place du marché a révélé une couche brûlée et des céramiques domestiques éparpillées, corroborant la destruction décrite dans les sources. La conséquence fut la création d'un motif narratif, la capture et la punition publique des femmes, à la fois comme menace et comme instrument de négociation. Ce motif influença la réaction des populations voisines, augmentant les évacuations, et l'utilisation des femmes comme boucliers humains dans les négociations. Les documents suivants montreront comment ces pratiques furent formalisées. Les registres notariaux et les listes de rançons de la période fournissent des chiffres précis pour certaines captures et échanges. Un registre notarial à Sibiu note les rançons payées pour des individus spécifiques, y compris des femmes nommées, avec les sommes et les dates consignées. Registre notarial de Sibiu, 1465. D'autres listes de rançons, conservées dans des lettres privées, montrent les paiements effectués pour obtenir la libération de familles capturées lors de raids. Correspondance privée, 1465. Ces documents correspondent à des perturbations monétaires visibles dans des trésors de pièces archéologiques datés du milieu des années 1460. Des propriétaires enterrant leurs économies à la hâte alors que le conflit s'intensifiait. Trouvailles de trésors, enquête régionale. La conséquence fut une économie de plus en plus centrée sur le marché des rançons, créant des incitations pour que les captifs prennent des civils vivants plutôt que de les tuer.
Cette logique économique façonna la phase suivante. Les échanges organisés et les libérations négociées, documentés dans la correspondance de chancellerie et les dépêches des ambassadeurs. Les lettres de chancellerie et les dépêches des ambassadeurs consignent les échanges formels et les mécanismes de négociation des prisonniers. Les envoyés hongrois et vénitiens agissaient comme intermédiaires, enregistraient les termes et supervisaient les échanges. Registre de chancellerie vénitienne et hongroise, 1465 et 1466. Les registres ottomans notent l'arrivée de populations réinstallées et des listes de rachats où noms et âges étaient parfois consignés. Registres ottomans. Les traces archéologiques des sites d'échange. Frontaliers montrent des structures temporaires et des déchets cohérents avec des zones de détention pour captifs datées de cette période. Fouille des sites d'échange. La conséquence fut une désescalade partielle dans certains cas individuels, mais elle institutionnalisa la marchandisation des captifs, en particulier des femmes, qui circulaient entre les parties comme instrument de négociation. Ce changement eut des implications sociales pour les réseaux familiaux et les dots. La correspondance montre que certaines familles furent ruinées par le paiement de rançon. Le segment suivant explore les conséquences personnelles et sociales, documentées dans les registres paroissiaux et les inventaires familiaux. Les registres paroissiaux et les inventaires familiaux consignent les effets à long terme sur les foyers. Les notes paroissiales des églises transiennes enregistrent les mariés disparus, les veuves et les liens de parenté perturbés pour les années suivant le milieu des années 1460. Registres paroissiaux. Les inventaires de domaines dressés après les raids montrent des dots manquants et des arrangements fonciers modifiés avec certaines propriétés abandonnées ou réattribuées. Inventaire de domaines, archives locales. Les preuves archéologiques dans les habitations révèlent des assemblages domestiques modifiés, le remplacement des objets de luxe par des biens utilitaires, conformes à l'appauvrissement économique suite aux rançons ou aux déplacements. Analyse des assemblages domestiques. La conséquence fut un traumatisme générationnel. Les réseaux matrimoniaux furent rompus et les schémas d'héritage modifiés. Le tissu social des communautés frontalières changea, les rendant plus vulnérables à de futures pressions et coercitions. Le segment suivant revient sur la scène politique pour montrer comment ces changements sociaux alimentèrent la grande stratégie et la propagande. La propagande politique de l'époque utilisait ces perturbations sociales comme preuve de barbarie ou comme justification, selon le narrateur. Les chroniques ottomanes présentèrent la réinstallation comme une pacification sanctionnée par l'État, tandis que les sources occidentales et balkaniques utilisaient les récits de souffrance des femmes pour vilipender les auteurs. Durenberg, Laconicos, pamphlets allemands, pièces, sceaux et feuilles imprimées servaient de support à ces narratifs. Si les pièces véhiculaient des images officielles, les pamphlets imprimés, bien que diffusés plus tard, circulaient des histoires qui durcissaient les réputations. Les archéologues ont documenté la distribution de certaines feuilles imprimées dans les centres urbains à la fin du XVe siècle, indiquant la diffusion de récits politiques. Enquête sur la culture imprimée. La conséquence fut une historiographie polarisée. Les récits survivants formèrent la base de siècles d'interprétations conflictuelles. Le segment suivant examinera comment les historiens et antiquaires postérieurs traitèrent le sujet et comment cela façonna les perceptions modernes. Les antiquaires de l'époque moderne et les historiens ultérieurs recueillaient et amplifiaient les récits dans différentes directions. Les chroniqueurs écrivant au XVIe et XVIIe siècle compilaient les témoignages antérieurs en récits plus généralisés et moralisateurs, chroniques de l'époque moderne, notamment les compilateurs ultérieurs, comme ceux travaillant dans les régions germaniques, utilisent des épisodes sensationnels pour illustrer la tyrannie
Les fouilles archéologiques de sauvetage au XIXe et au début du XXe siècle ont commencé à récupérer les corrélats matériels de ces récits. Sites fortifiés, trésors et ostriers, offrant un contexte physique aux descriptions littéraires. Rapport de fouilles, 19e-20e siècle. La conséquence fut une superposition de cadres interprétatifs, des récits historiques moralisés se superposant aux faits archéologiques. Le segment suivant examine les premières réévaluations archéologiques modernes, qui ont cherché à tester empiriquement ces anciens récits. La méthodologie archéologique moderne appliquée au milieu du XXe siècle apporta une rigueur nouvelle. Les fouilles stratigraphiques sur des sites clés comme Penary et Tegovich fournirent un contexte sûr pour dater les couches associées aux événements du milieu du XVe siècle. Monographies archéologiques roumaines, milieu du XXe siècle. L'analyse ostéologique introduite par les laboratoires universitaires permit l'évaluation des types de traumatismes, des distributions par âge et sexe dans les assemblages funéraires, autorisait des reconstructions plus nuancées des profils des victimes. Rapports ostéologiques universitaires, année 1970 et suivante. La conséquence fut une recalibration. Certaines anciennes affirmations furent confirmées par les preuves matérielles, tandis que d'autres se révélèrent exagérées. Ce tournant empirique incita les historiens à réexaminer les sources primaires à la lumière du dossier archéologique. Le segment suivant retrace comment ces réévaluations influencèrent les interprétations de l'usage de la terreur comme politique. Les études comparatives en histoire militaire ont replacé l'usage de la terreur dans un contexte stratégique plus large. Les historiens militaires ont soutenu que les punitions spectaculaires faisaient un partie de la politique de pouvoir en frontière dans les Balkans et qu'elles remplissaient des fonctions similaires aux tactiques de terre, brûlées dans d'autres théâtres. Les études archéologiques comparatives modernes le long de la frontière du Danube confirment ce point de vue. Des démonstrations similaires et des assemblages brûlés sont enregistrés dans les sites bulgares et serbes de la période. Enquête comparative régionale. La conséquence est une compréhension de l'empalement et des punitions publiques comme technique de guerre irrégulière, avec des précédents et des analogies. Cette réinterprétation réduit l'acte d'aberration morale unique à un outil parmi d'autres, toujours brutal, mais faisant partie d'une doctrine calculable. Le segment suivant évaluera les discours éthiques et juridiques contemporains à la période concernant de telles mesures. Les écrits légaux et canoniques des tribunaux ecclésiastiques et des ordonnances civiles montrent les débats sur la légitimité des punitions sévères. Les conciles d'église et les correspondants épiscopaux de la région condamnaient la cruauté excessive, mais se concentraient souvent sur les violations de procédures, plutôt que sur une critique systématique. Lettres épiscopales, chartes municipales. Parfois, les chartes municipales prescrivaient des punitions pour les collaborateurs, tout en exigeant des preuves et le respect de la procédure, suggérant une discorde avec les exécutions arbitraires. Chartes municipales. Les corrélats archéologiques incluent des registres d'églises, réparés après les raids, indiquant une préoccupation ecclésiastique pour la restauration des communautés. Réparation d'églises dans les comptes paroissiaux. La conséquence fut une tension entre la nécessité militaire et les normes morales religieuses. Les protestations cléricales existaient, mais les contraintes pratiques limitaient souvent leur application. Le segment suivant aborde la manière dont ces débats furent utilisés dans la propagande des deux camps. La propagande exploitait le débat moral pour délégitimer les adversaires. Les chroniqueurs chrétiens utilisaient les condamnations ecclésiastiques pour présenter les ennemis comme hors la loi, tandis que les auteurs de la cour ottomane présentaient les réinstallations punitives comme des mesures civilisatrices pour restaurer l'ordre. Chroniqueurs variés. Les indicateurs archéologiques, tels que le placement d'iconographie religieuse,
dans les phases de reconstruction ultérieures, montrent des communautés réaffirmant leur identité après la violence. Iconographie dans les églises reconstruites. La conséquence fut que les arguments moraux servaient des fins stratégiques, ralliant des alliés et diabolisant les adversaires dans les négociations diplomatiques et les débats de conseil. Le segment suivant suit la trace documentaire des affaires juridiques individuelles où les collaborateurs présumés, parfois des femmes, furent jugés et punis, offrant un aperçu concret de la manière dont la loi et la terreur s'entremêlaient. Les rôles judiciaires et les affaires légales des villes frontalières présentent des cas où des femmes furent jugées pour collaboration, vol ou pour avoir hébergé des ennemis. Certaines furent exécutées, d'autres reçurent des amendes ou l'exil. Registre judiciaire de Cebu, 1651 à 1468. Les documents notariaux capturent des pétitions de veuves et de familles, cherchant réparation après les raids. Pétitions notariales. Les archéologues ont retrouvé des sceaux et du matériel juridique dans les centres administratifs urbains, indiquant des structures judiciaires fonctionnelles, même en période de crise. Découvertes archéologiques dans les hôtels de ville. La conséquence est un enregistrement montrant que, même au milieu de la terreur, les communautés tentaient de maintenir les normes légales. Bien que sous tension, les procédures légales servaient parfois de couvert pour des représailles extrajudiciaires. Cependant, et cette ambiguïté sera suivie dans le segment suivant à travers des cas spécifiques et des témoignages locaux. Des études de cas spécifiques, tirées de témoignages locaux, illuminant les schémas de violence extrajudiciaire. Un témoignage de Brasov, 1466, raconte l'exécution sommaire d'un raid de collaborateurs accusés avant qu'un magistrat ne puisse intervenir. Témoignage de Brasov. Un schéma similaire apparaît dans un rapport de frontière hongroise où une foule tua des prisonniers, capturés sous suspicion d'avoir aidé les assaillants. Rapport de la frontière hongroise. Archéologiquement, des tombes précipitées et des fosses communes non marquées en périphérie des villes, correspondant à des épisodes de justice populaire enregistrés dans les textes. Rapport de fouille. La conséquence fut une détérioration de la confiance et un cycle de violence de représailles, souvent dirigé par des milices locales ou des foules, plutôt que par des ordres officiels. Le segment suivant examine comment les autorités centrales ont tenté de contenir une telle violence locale et quand elles ont réussi ou échoué. Les autorités centrales ont déployé des mesures punitives et correctives pour tenter de contrôler la justice populaire. Les proclamations royales en Hongrie menaçaient de sanctions pour les exécutions non autorisées et ordonnaient au gouverneur de rétablir l'ordre. Proclamations royales hongroises. Les directives ottomanes réprimandèrent également les commandants pour indiscipline mettant en danger les lignes d'approvisionnement. Avertissement de la cour ottomane. Les preuves archéologiques de rénovation de garnison et de contrôle réaffirmés. Stockage d'armes standardisées et fortifications réparées indiquent les périodes où l'autorité centrale fut réimposée. Registre de rénovation des forteresses. La conséquence fut un rétablissement sporadique de l'ordre, mais l'application fut inégale, et les réalités locales prirent souvent le pas sur les directives. Le récit passe ensuite aux effets à grande échelle de ces cycles de violence sur les populations et les économies frontalières. Les études démographiques et les reconstructions archéologiques de populations montrent des déclins mesurables et des déplacements dans les modèles d'occupation des zones frontalières. Au milieu et à la fin du XVe siècle, l'analyse comparative des registres fiscaux indique une dépopulation dans certaines communes frontalières et une croissance des villes fortifiées. Registres fiscaux et reconstruction démographique. Les enquêtes archéologiques confirment ces tendances, avec de nombreux sites ruraux montrant des couches d'abandon, tandis que les centres urbains se densifiaient. Enquête archéologique sur l'occupation.
La conséquence fut une réorientation économique à long terme. Les marchés se sont consolidés dans les villes fortifiées. Les pénuries de main-d'œuvre rurale ont augmenté et la productivité agricole a fluctué. Ces changements structurels ont rendu les populations frontalières plus dépendantes de la protection des autorités et donc plus susceptibles à la coercition. Le segment suivant replacera ces réalités démographiques dans le contexte des négociations diplomatiques de l'époque. La correspondance diplomatique reflète les négociations des souverains sur les flux de réfugiés, la fiscalité et le travail. Les négociateurs hongrois et moulaves cherchaient à limiter l'afflux de réfugiés tout en extrayant le service militaire de ceux capables de combattre. Lettre diplomatique. Les administrateurs ottomans enregistraient le transfert de populations paysannes dans de nouveaux domaines pour repeupler les zones dévastées. Deftes ottomans, les traces archéologiques, les nouvelles fondations rurales et la diversité de la culture matérielle indiquent certaines réussites de réinstallation, alors que d'autres zones restèrent marquées pendant des décennies en quête de sites. La conséquence fut une reconfiguration géopolitique de la frontière. Les populations étaient déplacées comme ressources stratégiques et le rôle des femmes dans le maintien des unités familiales devint central pour les stratégies de survie. Le segment suivant se tourne vers les lettres personnelles et les mémoires postérieures, qui documentent les réponses individuelles à ces pressions. Les lettres personnelles et mémoires, y compris ceux des marchands et du clergé, fournissent un témoignage intime des difficultés de l'époque. Une lettre de marchand datée de 1467 détaille des stocks perdus, des paiements de rançon et la disparition d'une sœur enlevée lors d'un raid. Lettre privée de marchand, 1467. Les mémoires du clergé enregistrent les efforts pastoraux au milieu du traumatisme, énumérant les paroissiens disparus ou déplacés. Les mémoires du clergé et les corrélats matériels. Hôtels familiaux abandonnés, assemblages domestiques dispersés, validant les archives documentaires. Résultat de l'archéologie domestique. La conséquence fut une génération marquée par la mémoire des raids, des rançons et des foyers brisés, avec les femmes souvent au centre de ces récits, comme mères, épouses et instruments de négociation. Le segment suivant analysera comment la mémoire collective institutionnalisa ces épisodes dans les rituels et commémorations locales. Les pratiques commémoratives, dans les églises et les rituels civiques, commencèrent à institutionnaliser la mémoire de la violence du milieu du XVe siècle. Les registres de dons ecclésiastiques montrent des messes commémoratives et des fondations pour les victimes. Croix locales et inscriptions mentionnent ceux perdus lors des raids. Livre de dons ecclésiastiques, inscriptions commémoratives locales. L'archéologie identifie des églises reconstruites et des chapelles réparées datant des décennies suivant les raids, suggérant des actes communautaires de mémoire et de restauration. Couche de reconstruction d'églises. La conséquence fut l'ancrage du traumatisme dans l'identité locale, un héritage sur lequel les récits historiques se sont plus tard appuyés. Le segment suivant suivra comment les projets étatiques ultérieurs ont référencé ou atténué ces souvenirs dans la formation des récits nationaux. Les récits étatiques modernes et de l'époque moderne approprièrent sélectivement des épisodes de violence pour construire des mythes nationaux. Les historiographies roumaines et voisines du XIXe siècle réclamèrent des figures et épisodes des guerres frontalières médiévales pour renforcer les États-nations émergents. Historiographie du XIXe siècle. Les historiens de cette période utilisaient les chroniques de manière sélective, et les découvertes archéologiques étaient souvent interprétées pour renforcer les récits nationaux sur la résistance et la victimisation. Publications antiquaires du XIXe siècle. La conséquence fut une politisation de la mémoire. Les faits archéologiques furent reformulés dans des récits nationaux, mettant l'accent sur l'héroïsme ou le martyre.
Le segment suivant évaluera les efforts correctifs de l'historiographie moderne et de l'archéologie pour démêler le mythe des événements documentés. La recherche du XXe siècle, combinant travail archivistique et archéologie rigoureuse, chercha à séparer les couches idéologiques des données factuelles. Les travaux des historiens et archéologues modernes appliquaient la critique des sources, l'excavation stratigraphique et l'analyse ostéologique pour réévaluer les événements du XVe siècle. Historiographie moderne et monographies archéologiques. Ces études confirmèrent la réalité de violences à grande échelle et clarifièrent ses fonctions tactiques et sociales, tout en contestant certains récits hyperboliques des pamphlets de l'époque moderne. La conséquence fut un portrait plus complexe. La brutalité intégrée dans la stratégie et la politique, visible à la fois archéologiquement et textuellement. Le chapitre final réunira les preuves historiques, les conséquences humaines et une réflexion sobre sur ce que ces archives révèlent des limites du pouvoir et de la vulnérabilité des civils. Les sources primaires et les preuves matérielles, convergeant vers une conclusion douloureuse. La terreur sanctionnée par l'État fut un instrument documenté de la politique frontalière. Chroniques, Léonikos, Tersenberg, archives diplomatiques, vénitiennes, génoises, hongroises et ensemble de données archéologiques, fouilles de forteresses, analyses ostéologiques, enquêtes sur les établissements, montrent ensemble un schéma systématique de mise à mort par empalement, de migration forcée et d'utilisation de civils, y compris des femmes, comme actifs de négociation lors des conflits danubiens du milieu du XVe siècle. Des références datées spécifiques. Dépêches vénitiennes de 1462 et 1465. Charte royale hongroise de 1463 à 1466 et registres fiscaux ottomans. Ancrent ces événements temporellement et géographiquement. La conséquence fut une désorganisation sociale à long terme, une restructuration économique et l'ancrage de la mémoire traumatique dans les rituels et l'identité locale. Il ne s'agit pas de récits apocryphes, mais d'une constellation de preuves documentaires et matérielles qui, prises ensemble, révèlent une politique calibrée de terreur. Le segment suivant et final réfléchira aux coûts humains et aux leçons que les historiens tirent de ces preuves. Le registre archéologique et textuel laisse une trace éthique frappante. La mécanique de la cruauté fonctionnait à travers les institutions et la logistique, autant que par les actes individuels. Traumatismes osseux, couches brûlées, inventaires domestiques incendiés, ordres de chancellerie et plaintes diplomatiques forment un registre géopolitique de la souffrance. Les citations à travers ce récit de Léonikos Tersenberg, des dépêches vénitiennes au Defter ottoman, des registres paroissiaux aux études ostéologiques modernes, constituent une mosaïque de preuves. La conséquence n'est pas seulement l'accusation, mais la compréhension. Ces épisodes révèlent comment la politique frontalière rationalisait la violence, comment l'économie s'est adaptée aux rançons et au travail forcé, et comment les femmes et les familles sont devenues des instruments dans ce calcul. En réflexion finale, le registre oblige les historiens à rester fidèles à la fois aux preuves et aux victimes. La documentation systématique de la cruauté est un devoir de mémoire et d'analyse pour tenir responsables les politiques qui produisent de la souffrance et pour étudier les conditions structurelles qui permettent à ces politiques de prospérer.